bonsoir, c'est Pati Nzambe. On est aujourd'hui sur les plateaux de Congo Synthèse, comme chaque mercredi. Alors, c'est votre émission Informer, éduquer pour agir, avec mon collègue, donc Monsieur Louis Kinshasa. Bonjour. Bonjour, ma chère Pati. Merci pour votre collaboration. Donc, je vous présente Monsieur Louis Kinshasa, qui est le coordinateur de la coalition Patrice Lumumba, avec qui nous allons développer sur les actualités du Congo et puis du reste du monde. Alors, on va parler de Monsieur parce qu'il est actuellement dans le collimateur de l'État belge. Alors, on sait que le ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, est visé par une plainte en Belgique pour crime contre les droits maintenant. Bon, c'est que les Congolais doivent comprendre. Les Belges sont en train de créer une sorte de rapport de force avec le gouvernement congolais pour faciliter leur agenda, donc pour faciliter les intérêts belges. Ils savent que le régime de Joseph Kabila est arrivé au bout, ça ils le savent. Maintenant, comme il n'y a pas au Congo donc en place un processus qui est respecté pour remplacer donc, le gouvernement de Joseph Kabila, les Belges sont en train de faire pression pour que, au sein du gouvernement Kabila, les membres de ce gouvernement-là coopèrent avec les Belges. Donc, d'où ils savaient très bien que depuis longtemps que M. Alexis Tambwe et le reste des membres du gouvernement Kabila sont des criminels. Ils le savent depuis longtemps. Mais ce n'est que maintenant qu'ils arrivent à dire que voilà, ils ont un dossier sur lui. Et là, ils utilisent ça pour faire pression sur le gouvernement et faire faciliter l'agenda des Belges. Il y a aussi le cas de... Il y a aussi un lien entre Katoumi. Katoumi dit qu'il veut rentrer. Alors je me pose la question si aussi c'est une façon aussi de faire pression sur le gouvernement de Kabila, d'autoriser Katoumi de rentrer en faisant pression sur ce gouvernement-là, en disant qu'on va arrêter certains membres de votre gouvernement si vous ne facilitez pas le retour de Katoumi. Il y a aussi ça donc qu'il faut prendre en considération. Mais pour être bref, ni le gouvernement belge, ni le gouvernement congolais, aucun d'eux n'est impliqué dans un vrai processus de justice. Les Belges ne le font pas pour rendre justice aux Congolais, loin de là. Et le gouvernement congolais non plus n'est pas engagé dans un processus de justice pour les Congolais. Donc c'est ce que les Congolais doivent comprendre par ça. Et alors, pourquoi est-ce que l'État belge s'acharne sur les politiciens congolais? Bon, c'est comme les Belges n'ont jamais accepté l'indépendance du Congo. Ils n'ont jamais accepté de traiter d'égal à égal avec les ministres congolais. Pour les Belges, les Congolais doivent toujours se soumettre. Et par exemple, comme tout le monde le sait, hein, Henri Michel en Belgique a été instrumental, a été un de ceux-là qui ont mis Joseph Kabila au pouvoir. Ce qui fait qu'ils savent que ce sont eux qui décident qui doit être au pouvoir. Et quand ils voient Alexis Tambwe, pour eux, c'est juste une de ces marionnettes-là qui est au pouvoir pour servir les intérêts des étrangers, notamment les Belges. C'est comme ça qu'ils les voient. Donc c'est leurs garçons de course, comme les Congolais disent. Donc ils ne peuvent pas avoir de respect aux Congolais parce qu'ils savent que ce sont eux qui les ont mis au pouvoir. Ce sont eux qui les protègent. Ils le savent très bien. Donc ils n'ont aucun respect pour ces gens-là. Pas du tout. Ben non, parce que Jean-Pierre Mbemba fut aussi arrêté en 2008 par les mêmes Belges, en mai 2008, alors que les dirigeants congolais n'arrêtent pas les dirigeants belges. Ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant dans le sens que les gouvernements congolais, les policiers congolais font confiance aux Belges. C'est pour ça que Jean-Pierre Bemba est allé vivre en Belgique, parce qu'il faisait confiance aux Belges. Pareillement, Alexis Tambwe Mwamba fait aussi confiance aux autorités belges. Alors que les Belges ont leurs intérêts à eux, ils ont leur agenda. Ils ne vont pas hésiter, comme ils l'ont fait avec Bemba, à sacrifier Bemba pour faciliter les intérêts. Et ils ne vont pas hésiter, s'il faut qu'ils le fassent, à sacrifier Tambwe Mwamba pour faciliter l'agenda des Belges. Ils vont le faire. Alors que si on pose la question, est-ce que les Congolais peuvent faire autant, peuvent aussi décider d'arrêter les Belges? Non, ils ne le feront pas. Parce que d'après les politiciens congolais en général, le pouvoir vient d'où? Des dirigeants blancs. Ce sont eux qui décident. Quand ils disent nos partenaires, je vais négocier avec nos partenaires, je travaille avec nos partenaires occidentaux, tout et tout, c'est comme ça. Hein. Donc, l'inverse n'est pas vrai. Les politiciens congolais n'ont aucune aptitude, n'ont aucun courage d'arrêter les dirigeants belges. Non, mais étant dirigeants, les politiciens congolais ont un pouvoir, ils ont aussi des droits.
Alors pourquoi est-ce qu'ils se laissent faire? Écoute, les dirigeants africains, pas seulement les Congolais, quand ils volent, quand ils pillent, où ils mettent leurs richesses, l'argent volé, ils le mettent où? À l'abri. Ça, en Europe. Ou dans les îles, dans les Amériques, tout ça, mais c'est sous protection du pouvoir occidental. Ce qui fait que les dirigeants congolais n'ont pas grand chose à dire face aux dirigeants occidentaux. Par exemple, vous prenez notre pays où il y a une occupation militaire, on a les forces de la MONUSCO, on a des milices qui de Rwanda, etc. Ces dirigeants-là sont dans un pays où le pouvoir militaire est concentré dans le main de Kabila, et en général, les policiers congolais n'ont pas un État qu'ils peuvent même utiliser pour faire valoir leurs droits. Donc, ils font toujours appel au pouvoir occidental pour les protéger. Pour eux, donc ils montrent quelque part qu'ils sont dépendants, en fait, des dirigeants énormément. européens, Et ils le savent énormément. Donc, pour eux, s'ils veulent être en vie pour protéger leur avenir, protéger leur carrière, tout ça, ils font exactement ce que les dirigeants occidentaux leur demandent de faire. Même si ils viennent à la télé, quand on mène de le faire, ils font des discours contre le pouvoir occidental, mais dans la pratique, c'est pas ça. Dans la pratique, ils sont tous soumis au pouvoir des étrangers chez nous. Donc, c'est un peu à cet effet-là que l'Occident, qui est conscient de son pouvoir sur les policiers congolais, ne le respecte pas. Comme ils ont fait avec Bemba. En fait, les dirigeants européens, occidentaux, ils ont une grande emprise sur les hommes politiques congolais et africains, on peut dire aussi. Absolument. Pendant leur moment où est-ce qu'ils gouvernent, où ils sont dans la politique, et même après. Parce qu'après, ils trouvent souvent des cibles pour se faire arrêter par rapport à tel cas, mais on sait très bien qu'ils sont aussi responsables de choses là qu'ils accusent. Par exemple, quand il y a de l'extorsion, si on peut dire, de fonds et tout, de vol d'argent, quoi, pour dire clairement, on sait qu'ils sont aussi responsables et ils accusent toujours d'autres personnes en fin de compte. Parce que le système chez nous n'est pas contrôlé par les Congolais. Il n'y a aucune loi qui les protège contre les stratégies des dirigeants occidentaux. Les lois sont faites par le même dirigeant occidentaux. D'accord. Donc et comment est-ce qu'il peut aussi les détourner, quoi, absolument. Et en plus, ce qui est important, les dirigeants occidentaux ont un pouvoir qui va au-delà de leur pays, au-delà des limites de leur pays. C'est-à-dire que le pouvoir américain, le pouvoir français, donc c'est à travers toute l'Afrique, à travers le monde entier. Okay. Alors que le pouvoir congolais n'est pas un pouvoir indépendant. Le pouvoir congolais, c'est juste une extension du pouvoir des Occidentaux. C'est dans ce sens-là que il n'y a pas de rapport de force équitable. On est dirigeant congolais, on est soumis. On est soumis à quoi? On est dominé, on est donc sous la soumission, sous la direction du pouvoir occidental. Et c'est pour ça que quand ils vont en Occident, quand ils voyagent en Occident, les dirigeants de l'Occident peuvent se permettre de les arrêter, de les interpeller, de dire n'importe quoi, parce qu'ils ont un dossier aussi sur ces gens-là. Ils savent ce que le Méndé, les Tamboués ont fait pendant la guerre au Congo. Ils le savent. Ils ont des dossiers sur eux. Et ils leur permettent aussi quelque part de faire ces choses-là. Mais ils l'ont fait pour faciliter la jeunesse de l'Occident. Ils le savent. Il y a tellement d'hypocrisie dans la politique. Absolument. Alors, Katumbi est bientôt de retour au Congo, par la grâce des Nations Unies. Quel est le rôle des Nations Unies au Congo? Bon, il y a plusieurs choses ici. Les Congolais savent déjà que la MONUSCO est au Congo, c'est-à-dire que les Nations Unies se trouvent au Congo. Les Congolais le savent. Et que la MONUSCO n'a rien résolu chez nous. Il y a plus de 10 millions de morts au Congo, la MONUSCO est là. On meurt chaque jour à Béni. Les femmes violées. On meurt dans le Kasaï, on meurt partout. Au Congo, il y a des prisonniers politiques partout. On brutalise la population. La MONUSCO est là. La MONUSCO n'a rien fait pour la population congolaise. Et Moïse Katumbi a confiance en la MONUSCO. Il croit en la MONUSCO. Comment ça? Mais pourquoi? Et c'est la question que les Congolais doivent se poser. Si la MONUSCO n'est pas là pour protéger les peuples congolais, et si Katumbi croit que la MONUSCO ou les Nations Unies vont les protéger, ça veut dire que les Nations Unies sont au Congo pour protéger les leaders congolais. C'est le raisonnement normal qu'on peut faire. Si, les traîtres dans ces cas-là. Bon, dans ces cas-là, les Nations Unies donc, sont là pour garantir la continuité du système néocolonial qui se trouve chez nous. Et la MONUSCO
historiquement, c'est la continuité donc, des Nations Unies. Les Nations Unies sont arrivées chez nous dans les années 60. Et ils ont joué un rôle négatif. C'est-à-dire que Lumumba est mort à cause de la trahison des Nations Unies. Les Nations Unies ont refusé de protéger Patrice Lumumba à l'époque. Et les Nations Unies, dans les années 60, au lieu de sécuriser ont plutôt favorisé la continuité de la sécession. À l'époque, donc, les Nations Unies ne sont pas au Congo pour protéger les Congolais. Les Nations Unies sont au Congo pour garantir la continuité des internationales qui pillent le Congo. C'est un peu ça. Hein? Ils protègent les politiciens alors. Les politiciens congolais et l'ordre économique existe. C'est-à-dire que le piège du Congo doit continuer. Peu importe quel pouvoir occidentaux veulent avoir accès à nos matières premières. Et les Nations Unies, à travers la MONUSCO, donc, sont là pour garantir la stabilité, la continuité de l'exploitation. Donc, s'il n'y a plus d'État, l'État congolais, c'est un État donc, malade, c'est un État qui sert à rien. Mais les Nations Unies, c'est comme une rectification, comme une protection. C'est-à-dire qu'ils ajoutent un plus, ils apportent une part étatique que l'État congolais ne peut pas assumer. Les Nations Unies sont là pour garantir donc, la stabilité du système néocolonial. Ils ne sont pas là pour garantir les élections, ils sont pour résoudre les Congolais. Ils sont là pour résoudre les États-Unis, la France, absolument. C'est pour ça qu'ils donc, a confiance à ça. Le combat congolais, c'est de tout faire pour toute l'institution internationale qui est dans le pillage du Congo, rendre des comptes aux Congolais. Les Nations Unies doivent rendre des comptes aux Congolais. Donc, tout dirigeant légitime congolais doit approcher les Nations Unies dans ce sens-là. Il y a 10 millions de morts au Congo. Pourquoi il n'y a pas de tribunal pour le Congo? Mais les Nations Unies, c'est qui? Bon, c'est dominé par les États-Unis. C'est une institution internationale mise en place, mise au point par les dirigeants impérialistes du monde. C'est une puissance qui domine le monde. Donc, les États-Unis, c'est logique qu'elle soit là pour, comment dire, continuer à piller. Elle n'est pas là pour le Congo, quoi. Parce que c'est pas congolais, quoi. Absolument. Simplement. Non seulement c'est pas congolais, les Nations Unies ont un rôle spécifique. Gérer la domination impérialiste, gérer la domination des États-Unis sur le reste du monde. Bon, il y a plusieurs pays qui sont dedans, mais en général, quand les Nations Unies ont été créées, l'Afrique était sous domination coloniale directe. 48-49, enfin, je ne suis pas sûr de la date exacte, mais c'est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale qui sont passés de ce qu'ils appelaient la Ligue des Nations aux Nations Unies, mais l'Afrique n'a pas participé. Ils ont mis tout un ensemble de lois pour gérer le monde. Nous n'avons pas participé parce que nous étions colonisés par le pays à l'époque. Donc, c'est un peu ça, quoi. Et concernant Moïse Katumbi, justement, pourquoi est-ce qu'il compte sur les Nations Unies pour sa protection et pour son retour au Congo? Écoutez, les politiciens chez nous, en Afrique et en général, et au Congo en particulier, ils partent du point de vue que le pouvoir vient des Occidentaux. Ce sont les Occidentaux qui décident qui va être au pouvoir chez nous. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, Moïse Katumbi au Congo n'a pas ce qu'on appelle une organisation de masse, par exemple, qu'il a créée dans tous les Congos. Il n'a pas une organisation nationale au Congo. C'est-à-dire, vous allez dans les Bandundu, vous allez au Katanga, vous allez dans tout le Congo. Il n'y a pas une organisation qui travaille, qui a été mise en place par Moïse Katumbi. Ça n'existe pas. Et le troisième point est que l'État qui existe au Congo, c'est un État qui est dominé par Kabila, par la RCD, par Kagame, Museveni, etc. C'est un État qui est en place, non pas pour faciliter le développement démocratique au Congo, mais l'État qui est en place, c'est un État pour faciliter l'agenda de l'AFDR. Et si vous voulez donc entrer en conflit, si vous voulez challenger, comme les Anglais disent,
l'État qui est en place au Congo, il faut créer votre propre État. Or, lui n'a pas un autre État. C'est l'État qui existe, c'est un État qui est contrôlé par la FDL, donc la RCD ou le PPRD, ce qui fait qu'il fait appel à un autre État, la MONUSCO, à travers les Nations Unies. Alors, c'est que les Congolais doivent comprendre que la MONUSCO, c'est pas un État neutre. C'est un État qui est là, comme on l'a dit plusieurs fois, on va donc répéter ça. La MONUSCO est là pour stabiliser le système néocolonial qui se trouve au Congo, c'est-à-dire le système de pillage qui existe au Congo. Et si Katumbi fait confiance à cet État-là, il faut qu'il leur donne des gages. Il faut qu'il leur donne quelque chose en retour. Mais justement, qu'est-ce qu'il leur donne en échange? Bon, l'agenda impérialiste au Congo, c'est quoi? C'est exploiter le Congo. C'est piller le Congo. Donc, s'il faut leur donner des gages, des garanties, c'est des garanties qu'il faut continuer le pillage du Congo. Parce que si vous donnez des garanties à un requin ou à un lion, c'est-à-dire qu'il faut satisfaire à la voracité du lion ou des requins. Donc, Moïse Katumbi ne peut que faciliter, ne peut que donner des garanties à une institution, à un système international qui a un agenda clair au Congo, piller les Congos, vider les Congos de ses ressources. Donc, les Congolais doivent voir clair, dans ce sens-là, que la confiance vient du peuple. Si on veut être président au Congo, c'est la force du peuple, c'est la mobilisation du peuple, c'est l'organisation du peuple, autour d'un programme d'indépendance économique, de développement économique pour le Congo, aux dépens de ceux qui pillent les Congo. Le Congo ne peut se développer qu'aux dépens de ceux qui le pillent. Et c'est ça la base. Pour tout leader qui est légitime au Congo, il doit dénoncer le pillage du Congo, la domination du Congo, et mobiliser la population, les travailleurs, les paysans, les pauvres du Congo, pour que nous puissions constituer ce qu'on appelle un État populaire qui doit être au service du peuple, non pas au service d'un particulier ou des étrangers. Mais comment ça vous dites que le Congo peut se développer qu'aux dépens de ceux qui le pillent? Parce que les gens qui pillent le Congo se développent aux dépens du Congo. Oui. Donc on inverse la logique. La Belgique développe aux dépens du Congo. Les États-Unis développent, on prend un exemple. Cette compagnie-là qui fabrique le iPhone, c'est une compagnie internationale. Tout le monde reconnaît ça. Mais cette compagnie-là se développe aux dépens du Congo. Parce que pour qu'ils aient accès à nos matières premières, ils ont mis une stratégie en place. Pas directement, mais directement. Indirectement, la stratégie nécessite que les Congolais soient désorganisés, soient pillés, soient à genoux, et que l'État soit anti-national, anti-peuple, parce que l'État au Congo, c'est l'anti-valeur. Donc, leur stratégie fonctionne comme ça. Tout doit être fait aux dépens de notre futur, aux dépens de notre cohésion, de notre développement. Donc, par contre, si nous devons nous développer, nous devons nous mobiliser pour sortir les Congo des griffes des gens qui le pillent. Ceci ne peut se faire qu'aux dépens des agresseurs, des violeurs, etc. Quelque part, on devra toujours dépendre d'eux? Non, c'est-à-dire que nous devons être conscients que le développement du Congo, la démocratie au Congo, que tout le monde souhaite, c'est le changement des rapports de force. Les rapports de force doivent être en notre faveur. Mais pour que cela soit en notre faveur, nous devons reconnaître que nous devons nous organiser et mettre fin à la mainmise étrangère sur nous. Et la mainmise étrangère sur nous a la puissance de l'État. Donc c'est la MONUSCO, c'est l'armée de Kabila, l'armée de Kagame, c'est l'armée de Museveni, toute armée qui est prête à agresser les Congos pour faciliter les pillages du Congo, etc. C'est un peu de ce sens-là que le développement du Congo va se faire à leur dépens. En tout cas. Que pensez-vous de l'appel de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, et de 9 anciens présidents africains à la tenue d'élections en 2017 en RDC? Ouais. Anna Kofi, tout le monde le connaît, c'est l'homme de Clinton, c'est l'homme des Américains. Donc quand il parle pour les Américains, il ne parle pas pour les Africains. Il ne représente pas les intérêts des Africains. Et les autres présidents, là, le président du Nigeria, Obasanjo, je me souviens encore, il dansait avec Kunda Batware. Comment voulez-vous danser avec Kunda Batware, qui est un criminel, qui est un génocidaire, et être pris au sérieux par les Congolais ou par les Africains en général? Non, on ne peut pas. Donc tous ces présidents-là, ils se positionnent parce qu'ils sont des pions dans l'agenda des Occidentaux qui préparent ce qu'ils appellent le changement des régimes au Congo. Donc ils utilisent leurs pions pour faire pression, isoler Kabila, lui faire comprendre que tu es arrivé à la fin. Il faut absolument que tu facilites les processus de changement des régimes. Écoutez,
tous les anciens présidents africains sont contre vous, vous êtes isolés. Il faut céder. Donc ils font pression. Mais ceci ne veut pas dire qu'ils sont pour le peuple congolais, qu'ils sont pour un changement véritable. Non. Ils se prononcent juste pour faciliter les intérêts de ceux qui les ont mis en place ou de ceux qui leur ont demandé donc de faire pression sur Kabila. Alors l'interview de Kabila avec Spiegel de la presse allemande, donc c'était le 3 juin, dernièrement. Alors quels sont les points essentiels de cette interview? J'ai trouvé cette interview, c'est une interview médiocre. C'est l'arrogance de Joseph Kabila, c'est incroyable. Il dit dans cette interview, bon, les Congolais savent déjà à ce point-là, puisque ça a été partagé par plusieurs médias du Congo, où il dit qu'il n'a rien promis aux Congolais. Il se moque du peuple congolais. Tout le monde sait que le 19 décembre, son gouvernement ne devait plus être en place. Un gouvernement élu devait être en place. Au plus tard, le 19 décembre. Donc, il n'a pas à nous promettre quoi que ce soit. Tout ce qu'il avait à faire, c'est se soumettre aux aspirations, à la volonté du peuple congolais. Et ce mec-là, il ne veut pas se soumettre aux aspirations, à la volonté du peuple congolais. Il veut que nous, les Congolais, nous soyons soumis à sa volonté. Donc, il n'a pas respecté la constitution du Congo et il dit qu'il n'a rien promis. Non, la constitution est claire. Il ne devait pas être là. Donc, c'est une insulte, en fait. Et il dit, dans cette interview, qu'il a stabilisé l'économie. Il faut être malade. Au Congo, où le franc congolais est en chute libre, tout le monde le sait, tout coûte cher, les fonctionnaires ne sont pas payés, le pays est sous occupation, on a des armées étrangères chez nous, la MONUSCO, on a les milices du Rwanda, des milices de l'Ouganda, etc. La majorité des enfants ne vont plus donc à l'école, etc. Et il dit qu'il a stabilisé l'économie. Donc c'est fou. Il dit aussi que il n'a jamais dit qu'il allait modifier la Constitution, mais en même temps, dans cette interview, il parle du référendum. Pour faire quoi? Justement pour modifier la Constitution. Et en fait, quand il dit qu'il n'a jamais parlé de briguer un troisième mandat, c'est aussi notre insulte. Kabila a déjà fait 3 mandats. Il arrive au pouvoir en 2001, même s'il n'y a pas eu d'élections, mais il a fait 5 ans avant qu'il y ait des élections en 2006. Donc, donc, il a fait 15 ans au pouvoir, donc ça fait 3 mandats à peu près. Et maintenant, il a entamé le 4e mandat. Parce qu'il ne devait plus être là depuis le 19 décembre, mais il est toujours là. Ça veut dire qu'il a commencé un autre mandat. Donc, il nous faut. C'est incroyable, quoi. C'est absolument incroyable. Et il y a ça. Il va plus loin, il dit que, selon la Constitution congolaise, il ne peut céder les pouvoirs qu'à un président élu. Un président élu. Ça, c'est une autre insulte. Il ne peut céder. C'est un moquerie. Ah oui, il se moque de nous. Il ne peut céder les pouvoirs qu'à un pouvoir élu. C'est-à-dire que le pouvoir élu, c'est lui qui a été élu. Voilà. Donc il reste en place. Il reste en place. Donc il ça. Et il parle aussi que c'est lui qui a ramené la démocratie au Congo. Il n'y a pas de démocratie au Congo. C'est un comédien, M. Kabila. Il n'y a pas de démocratie au Congo. Un comédien. La démocratie, c'est avant tout le droit à l'autodétermination. C'est-à-dire que le pays a un pouvoir capable de s'autodéterminer. C'est-à-dire que nous sommes maîtres de notre économie, maîtres de toutes les richesses qui sont dans les sous-sols congolais, maîtres de notre espace. On a une économie qui est indépendante, on a un gouvernement indépendant. On n'est pas là pour appliquer les décisions de puissance extérieure, tout et tout. Le Congo n'est pas dans cette situation-là. Donc le Congo n'est pas un pays libre, il n'y a pas de démocratie chez nous. S'il y avait la démocratie chez nous, on aurait eu un État populaire, l'État qui serait l'expression du peuple congolais organisé pour sa propre autodéfense. On n'est pas là. Il n'y a pas d'autodéfense au Congo. Le peuple n'est pas armé au Congo. Les paysans ne sont pas armés au Congo. C'est-à-dire qu'on n'a pas une armée qui est là, qui est l'expression de la résistance congolaise contre l'occupation étrangère. Ça n'existe pas. Donc, dire que, parce qu'on a eu des élections, que le Congo est démocratique, non. Le Congo n'est pas démocratique et le Congo n'est pas libre. C'est un pays donc occupé. Donc, il y a tout ça. Et puis, il a aussi dit que lui, Kabila, était une personne humble. Kabila n'est pas une personne humble. Humble. Comment on dit comment?
D'accord. Là, je vais ça en anglais. Non, il n'est pas une personne, il n'est pas un président. Écoute, il vit dans le luxe. Sa famille a accès à des milliards volés dans le pays. Il n'existe pas chez nous. Il n'existe pas chez nous. Donc, par rapport à, comment dire, aux déclarations de Kabila dans toute, comment dire, durant son interview, est-ce que vous ne pensez pas que tout ce qui vient là, qui sort de sa bouche, ça ne vient pas justement des dirigeants européens, occidentaux, quoi? Bon, parce que lui aussi, il est considéré comme pion. Bon, disons que... Tout ce qui se passe, ça ne vient pas de lui, donc, je pense. Toutes les marionnettes de l'Occident ne peuvent dire que des choses qui ne vont pas remettre en cause la domination européenne de l'Afrique. Donc, quand Kabila dit des choses, il dit des choses dans la limite de cet espace que l'Occident les reconnaît. Donc, ça peut dans ce sens-là. Kabila ne dira jamais que nous allons nationaliser toutes les compagnies des Occidentaux au Congo. Kabila, il dira jamais, nous ne voulons plus qu'il y ait des bases militaires américaines ou belges ou françaises ou britanniques au Congo, en Afrique. Il ne dira pas de choses comme ça. Il dira jamais, on ne veut plus que les Congos soient dominés par les dollars américains. Non, il ne dira pas de choses comme ça. Donc, il dit des choses tout en sachant très bien que c'est toléré. Les Occidentaux, ils sont d'accord avec ça. Donc c'est un peu ça, quoi. C'est comme les gens chez nous, qui disent qui traitent des enfants des sorciers. Mais personne ne va traiter l'ambassadeur américain des sorciers, par exemple. Ou le président américain des sorciers. Ils ne font pas ça. Parce qu'ils savent que si vous dites ça, les Américains vont réagir. Mais un enfant ne réagit pas. L'enfant n'a que 5 ans, 7 ans, 8 ans. Quand on le traite de sorcier, l'enfant a peur. Les présidents africains, c'est un peu ça. Ils disent ces choses qui ne peuvent pas challenger les pouvoirs étrangers occidentaux. Moi, je pense que quelque part, si les Occidentaux sous-estiment l'Afrique, ça doit être à cause des présidents africains, quoi, qui se laissent trop faire et qui se laissent écraser, on va dire. Pour dire Absolument. Alors, concernant l'interview de Kabila, justement, combien l'Allemagne gagne en retour pour les 356 millions d'euros qu'elle donne au Congo? Les Congolais doivent savoir que ce qu'on appelle l'aide au développement, ce n'est pas une aide au développement. C'est une aide pour contrôler les régimes en place. C'est une aide pour corrompre les gouvernements en place. Parce que pour les gens qui sont en Occident, on attend les dirigeants occidentaux dire souvent qu'ils sont contre la corruption. En Afrique, ils disent que le problème en Afrique, c'est la corruption. Mais ils disent jamais qui corrompt ces dirigeants-là. Il y a plusieurs façons de les corrompre. L'aide au développement, c'est une aide pour corrompre ces régimes africains, parce qu'en dernière analyse, ils viennent prendre les ressources chez nous, ils viennent s'enrichir chez nous. Ça, il fait que l'aide au développement ne contribue pas au développement du pays. Donc, en retour, l'Allemagne a accès aux concessions minières. C'est comme ça qu'ils font. En retour, l'agenda allemand est facilité par les dirigeants congolais. Parce que là, on a les Allemands, les Britanniques, les Canadiens, les Américains, les Belges, les Français, les Israéliens. Ce sont ces 7 puissances-là qui ont un mot à dire au Congo. Et en retour, les régimes en place facilitent le pillage du Congo. Donc là, on sait que les Allemands leur donnent 365 millions d'euros. Et les Belges font autant. Je ne sais pas combien les Belges donnent au gouvernement. Les Britanniques font autant. Les Américains font autant. Et ça, c'est des garanties que les gens qui sont au pouvoir vont faire exactement ce qu'on leur demande de faire. C'est la corruption. Alors, le ministère du Service public au Congo a découvert que sur la liste 1200 millions de fonctionnaires, après vérification, la moitié n'existe pas. Kabila a dit qu'il a stabilisé l'économie. Alors que sur la liste des fonctionnaires, on a 1 200 000. La moitié de ces fonctionnaires n'existent pas. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui reçoit de l'argent à la place de ces gens-là. C'est du vol. Bien sûr. Donc ça va juste, ça remonte au gouvernement. Donc à la présidence, j'en sais rien, mais ça va juste au cœur du gouvernement. C'est comme ça qu'ils se remplissent les poches. C'est des criminels. Donc c'est des gens qui arrivent au pouvoir pour résoudre leurs problèmes personnels. Ils ne sont pas au pouvoir pour résoudre les problèmes du peuple. Et ils font, quand ils disent que ils se sont rendus compte de ça parce qu'ils sont en train de combattre la corruption, c'est juste du mensonge.
C'est juste le mensonge. Ça donne juste une idée de magouille qui se trouve dans ce gouvernement-là. Il n'y a pas que ça, il y a eu l'affaire de passeport. Il y a eu l'affaire de Panama Papers, etc. C'est-à-dire que c'est un gouvernement de magouille. C'est du vol en permanence. C'est pour ça que les Congolais, nous devons nous organiser pour qu'on puisse vraiment créer un véritable État où le pouvoir est là pour servir le peuple, non pas pour servir les poches des gens. Mais ceci va nécessiter un grand travail. Un grand mouvement. Ah ouais. Alors, quelles sont les conséquences pour le Congo et la région des Grands Lacs de la candidature de Paul Kagame aux élections présidentielles au Rwanda? Bon, là, c'est... tout le monde sait que Kagame veut dire quoi? Guerre. Kagame veut dire massacre au Congo. Kagame veut dire au Rwanda. Kagame veut dire instabilité dans les régions des Grands Lacs. Kagame veut dire entêtement des Kabila et des gens de la FDL et RCD, tout ça. Ça, il fait que ça démontre une chose, cette mesure de 2 poids 2 mesures. Les mêmes occidentaux qui parlent tout le temps de la démocratie, ce sont eux qui tuent la démocratie en Afrique. Parce que avoir Kagame comme président un génocidaire, et puis on fait toute une propagande autour de Kagame pour dire qu'il gère bien. Qu'est-ce que ça veut dire bien gérer le Rwanda? Le Rwanda ne peut pas être séparé du Congo. Quand on dit qu'il gère bien, on veut dire qu'il tue bien au Congo. C'est la même chose, hein, parce qu'on sait très bien que ce qu'on accrédite à Kagame est absolument lié au massacre, au pillage du Congo. Donc, faciliter, continuer le régime de Kagame, c'est tout simplement dire le massacre au Congo vont continuer, les pillages vont continuer. C'est pour ça que la lutte pour une vraie libération du Congo ne peut pas se séparer de la lutte pour se libérer les Rwandais. Donc les Congolais doivent élargir leur façon de voir les choses. Démocratie au Congo, oui, démocratie aussi au Rwanda. Parce qu'on sait que les pouvoirs qui déstabilisent le Congo est basé au Rwanda, est basé en Ouganda, etc. Donc ça, les Congolais doivent aussi internaliser cela. Merci beaucoup. On va passer maintenant aux actualités à l'extérieur du Congo, donc internationales. On va venir donc à Londres à ce qui s'est passé. Quelles sont les leçons que nous devons tirer de l'incendie de la tour Grenfell à l'ouest de Londres? C'est absolument important que les Congolais paient attention à ce qui se passe à Londres, à ce qui se passe dans le monde entier. Parce qu'il y a des leçons à tirer, à apprendre pour nous tous. Ce qui est arrivé à Londres, à l'ouest de Londres, le Grenfell Tower, c'est une tragédie. C'est une tragédie. Et cette tragédie, je veux que les Congolais comprennent ça. La Grande-Bretagne est dans une crise permanente. Non pas dans une crise qui va durer 1 heure, 1 an, 2 ans. Non, dans une crise permanente dans laquelle les dirigeants sont incapables de s'en sortir. Parce que cette crise-là n'est pas contrôlée par ces dirigeants-là, mais elle est plutôt causée par l'inhabilité de la Grande-Bretagne à avoir accès aux ressources, à piller le reste du monde, comme c'était le cas par le passé. J'aimerais bien que les gens qui nous écoutent comprennent ça. La Grande-Bretagne est dans une crise permanente à cause de son inhabilité à accéder aux richesses comme par le passé. Et c'est ça qui cause la crise que nous voyons maintenant. Et que la situation donc de Grenfell Tower nous interpelle, nous, les Africains, nous les Congolais, à se poser des questions. Si nous sommes, s'il y a une crise qui nous frappe, une crise de grande ampleur qui nous frappe ici en Angleterre, on fera comment? On va réagir comment? C'est-à-dire que nous devons devenir un peuple qui est mobilisé pour répondre à toute tragédie qui peut nous frapper. Ça, c'est une leçon. Parce que si un immeuble brûle et qu'il y a 50 Congolais, nous les Congolais, nous ferons quoi? Donc, on doit avoir des capacités à intervenir. Et ceci va directement au Congo, où il y a des crises partout au Congo. Quelles sont nos capacités, nous Congolais, qui sont à l'étranger ou qui sont au Congo, à intervenir, à apporter de l'aide, à montrer notre solidarité aux sinistrés qui sont au Congo? Où sont nos capacités? Où sont nos organisations? Où sont les plans? Ça n'existe pas. Ça, c'est une interpellation directe que notre mouvement pour la démocratie, pour la libération du Congo, doit aussi avoir des plans pour intervenir
en solidarité avec nos sinistrés. Ça, c'est une leçon directe qu'on peut tirer de ça. Vous pensez que les informations disent la vérité par rapport à cette tragédie concernant la cause? Parce que, bon, ils disent que c'est, comment dire, un incendie. Avant que ça arrive, qui avait été faite, mais qui ont été beaucoup. Et alors, on a pensé à un attentat. Parce qu'avec tout ce qui se passe à Londres en ce moment, c'est ce qu'on s'est dit. Beaucoup d'étrangers, on s'est dit qu'ils veulent changer et s'en prendre au mouvement. Il y a beaucoup de mouvements qui a aidé la plupart des victimes qui sont sorties de la tour. Absolument. On peut penser à un attentat parce que ça reste encore dans les esprits vu tout ce qui se passe ici à Londres. Quoi. Bon, je ne sais pas. Pour l'instant, les dirigeants n'ont pas dit grand-chose sur l'origine de l'incendie. Pas grand-chose. En fait, on ne sait toujours pas combien de gens sont morts, il y avait combien de gens qui vivaient dedans, tout et tout. En fait, l'administration de ces boroughs, comme on dit ici, de ces départements, n'a pas joué un rôle. On n'a pas vu les dirigeants donc, de ces boroughs venir. Ils ont disparu. Voilà, ça m'a vraiment été... Et c'est un attentat, pour l'instant, on n'en sait rien, parce qu'on attend que le gouvernement se prononce. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a eu des rapports qui ont été faits que la façon dont les réparations ont été faites dans cet immeuble-là constitue une menace. Un risque d'incendie. Absolument. Ça, les gens l'ont dit plusieurs fois. Et que le voie des sorties, il n'y avait qu'une seule voie de sortie, au lieu d'en avoir deux. Dans un immeuble de plus de 24 étages, ça aussi les gens avaient partagé leur inquiétude au gouvernement. Rien n'a été fait. Il fallait aussi qu'il y ait des systèmes d'extinction de feu qui devaient être mis. Voilà. En anglais, ils disent sprinklers, une sorte d'arrosoir. Voilà, le rouge qu'on voit partout. À peu près. Une fois qu'il y a le feu, une fois que le feu est détecté, donc il y a de l'eau qui va sortir. Et ça, ils n'ont pas mis. Alors s'il y avait ces appareils-là qui pouvaient juste arroser un peu, ça pouvait donc atténuer le feu. Ils n'ont pas mis ça. Alors que les gens ont dit, on voulait ça. En plus, je pense qu'ils ont été négligés parce que absolument. Si c'était Madame Benoît ou Vincent. Vous avez absolument raison. Absolument raison. En fait, il y a une loi de 2007 qui est sortie donc ici en 2007 qui exige que tous les immeubles de plus de 30 mètres de haut soient équipés avec ces appareils-là qui peuvent arroser l'immeuble en attendant que le service de pompiers arrive. Comme vous avez dit, parce que c'est décolonisé, c'est des Noirs. C'est ma chère Paty. À leurs âmes, c'est tout ce qu'on peut dire. Quoi. C'est dur. Tragique, quoi. C'est dur. L'immeuble est calciné, donc c'est fragile comme vous dites. On va passer maintenant à la citation parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Donc, voici la citation. Nos actions de masse doivent aller au-delà de la crise électorale. Elles doivent mettre fin au génocide, au viol, à l'occupation de l'ONU et à l'hypothèque coloniale des mines du Congo pour presque rien aux impérialistes. C'est un extrait du programme de la coalition Patrice Lumumba. Ici, nous voulons tout simplement dire que les Congolais doivent faire la distinction entre ce qui doit être fait maintenant et ce qui doit être fait plus tard. C'est-à-dire entre le court terme et le long terme. On a tendance à tout faire pour la réussite du court terme, du moment. Et on ne fait rien pour le long terme. Alors que c'est le long terme qui compte. C'est le long terme qui compte. Ce qui fait que le court terme doit être intégré dans le long terme. On fait ce court terme pour faciliter notre tâche pour le long terme. C'est pour ça que nous disons, par exemple, les élections
au Congo ne vont pas résoudre les problèmes. Les Congolais doivent se battre pour les élections, mais dans l'optique d'arriver à l'autodétermination. C'est l'autodétermination, c'est la création d'un État populaire au service du peuple qui va garantir les élections et la démocratie. Si on va juste aux élections, on n'a pas un État pour garantir qui va gagner. Donc les Occidentaux et leurs marionnettes au Congo vont décider qui a gagné. On tourne en rond. Donc oui pour les élections, mais oui aussi pour un État populaire. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Louis Kinshasa. Se termine maintenant. C'est moi qui vous remercie. Donc on vous dit à très bientôt sur les plateaux de Congo Synthèse et je vous dis donc à mercredi prochain. Okay. Merci.